C'est parti. Hello. Bonsoir. Hello Steve. Hello Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça y est, ça commence comme ça. Hein. Osérologie Land, c'est comme ça que ça commence. Ce soir, on va oser. Hey, je vois qu'il y a Stéphane qui s'est connecté. Salut Stéphane. Dis-moi Stéphane, est-ce que tu m'entends bien? Pardon. J'ai quelque chose dans la gorge depuis tout à l'heure. Attends, j'essaie de voir. Bonsoir Steve, dit Stéphane. Steve, est-ce que tu lis? Ah oui, Est-ce que tu vois? Stéphane. Bonjour, Rosaria Maria Malettre, je sais pas, c'est ça que j'ai lu? Malettre? Oui, c'est ça. Okay. Parfait, j'arrive à aller voir passer furtivement les messages, donc c'est super si je peux interagir avec tout le monde. Ok, super. Est-ce que vous entendez bien Steve et moi? 5 sur 5 pour le son et l'image. Oh yeah, c'est cool. Coucou Caroline. Comment vas-tu? Ok, on va. Steve, ce que je te propose, c'est qu'on laisse le temps de se connecter. Et ce qu'on va faire, et nous et vous qui vous connectez, écoutez, c'est le moment de partager. Donc nous, moi je vais partager aussi de mon côté. Et dites-nous d'où est-ce que vous vous connectez, parce que je sais qu'il y a des gens du Canada dans le public. Donc dites-nous d'où est-ce que vous vous connectez et partagez aussi. On va oser partager à fond. Et j'ai partagé. Super. Attends. Moi, je suis en train de parler, mais c'est pas ma bouche qui va partager, ça va être plutôt mes mains, quoi, tu vois. Allez, hop. Je suis en train de le faire de mon portable, du coup. Hop. Je vois ce qui se passe ici. Ok. Voilà, on laisse 2 petites minutes aux gens de se connecter. Attends, je vois que tu as partagé. C'est toujours un peu long le démarrage. Enfin, long. Ça prend quelques minutes de temps de se connecter, de partager et on va démarrer dans 2 petites minutes. Alors, laissez-les conscients, ma chère Michel. Oui. Ça s'adresse à qui? Entre toi et moi, puisque personne ne nous écoute pour l'instant. Non, il n'y a absolument personne. On va les ignorer pour quelques secondes. Salut Nathalie. Oui, dis-moi Steve, qu'est-ce que tu voulais savoir? Je veux bien que tu m'en mettes une couche avec les cellules de conscience. Et tu vois, que tu rafraîchisses ma mémoire juste comme ça, parce que ça va être l'occasion aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qui découvrent, puisque je viens de partager sur ma propre page Facebook. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Peut-être que tu nous dises aussi qui sont ces personnes. Absolument, ça va être l'occasion pour moi de me présenter rapidement. Du coup, comme tu me tends la perche, je suis Michel Gonçalves, la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. Et en fait, moi, j'aide les célibataires à mieux se connaître afin de attirer leur bon partenaire, le partenaire idéal pour eux. Tu vois. L'idée, c'est de faire du célibat un passage conscient et joyeux vers une relation amoureuse épanouissante et durable. Tu vois. Donc voilà, toute l'idée, c'est donc se rencontrer soi-même, construire une relation d'amour avec soi avant d'aller vers l'autre. Ok, donc c'est toute l'idée.
C'est ça. Donc, les célibataires conscients, ce sont ces célibataires qui ont à cœur justement de faire du célibat ce passage joyeux, conscient vers une relation amoureuse, épanouissante et durable. Parce que dans l'absolu, ce que nous voulons tous, c'est aimer et être aimé. Et on n'ose pas toujours. C'est clair. Donc, si je comprends bien, être dans son propre épanouissement avant de s'épanouir mieux encore avec l'autre. Absolument. Et parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parfois on vit pas toujours bien le célibat, tu vois, ça peut être vécu comme une contrainte, on peut se sentir victime, alors que c'est un moment qu'on peut prendre justement pour se préparer justement à une rencontre, à une relation amoureuse épanouissante et surtout durable, tu vois. Et ça, ce sont les paroles d'une ex-zappeuse. Quand je dis zappeuse, j'ai passé mon temps à zapper, jusqu'à me faire pause sur la télécommande de l'amour et me dire, OK, maintenant, je suis célibataire. Comment je peux profiter justement du fait d'être célibataire pour construire cette relation d'amour avec moi et en même temps pouvoir la partager avec une autre personne et me préparer à la rencontre, à la vie amoureuse, à laquelle j'aspire en vrai. Vaste programme, et donc tu es la prêtresse, le guide de ces personnes qui vont être céliconscientes. Céliconscientes, c'est joli. Ouais, en fait, je guide, je sais pas, je dis, j'accompagne. Parce que moi-même, ben c'est mon histoire aussi. Hein. J'ai beaucoup grandi et mûri à travers mes relations amoureuses tumultueuses, houleuses, malheureuses, tout ce qu'on peut dire. Et c'est avoir fait ce cheminement vers moi. Ben c'est là-dedans où ben je me suis retrouvée en quelque sorte. Le célibat m'a permis de me retrouver, d'aller à ma rencontre et puis comme je dis de se préparer. C'est pour moi c'est comme vraiment un passage quoi, tu vois. Je l'écrirai même sur le chat comme je l'ai mis dans un passage conscient. Hein, c'est pas l'idée, c'est pas de rester célibataire. On est bien d'accord. En tout cas, moi, c'est pas ce que je propose. C'est vraiment d'en faire comme tu fais une escale. OK, tu te poses mais tu sais la destination, là où tu as envie d'aller et tu profites de ce moment pour aller à ta rencontre, sachant que c'est dur si on s'aime pas d'aimer l'autre, c'est un peu compliqué. Voilà Steve, et j'en ai profité, ben tu m'as tendu la perche. C'était l'occasion qui découvre un petit peu cette page aussi. Donc, en quoi puis-je être utile à cette communauté de céliconscients? Alors, j'ai pensé à toi, j'en profite pour parler rapidement de Steve. Steve qui est d'abord un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément de par sa personnalité, de par cette personne, de par sa générosité, mais aussi de son professionnalisme. Donc, ça a été Steve se définit comme osérologue et en matière d'amour, je me rends compte que on a besoin d'oser, oser même être célibataire. Vraiment, c'est pas toujours évident. Il y a pas mal de personnes qui restent dans des relations parce que elles n'osent pas sortir de la relation, elles n'osent pas mettre fin à la relation pour plein de peurs. Sécurité, dépendance affective, voilà, c'est pas toujours évident. Oser aussi rester dans une relation, c'est pas toujours évident. Oser être soi-même, c'est Jacques Salomé l'a écrit, hein, avoir le courage d'être soi, ou oser être soi. Je crois que c'est avoir le courage d'être soi-même, mais ça rejoint le fait d'oser, oser se dresser pour la relation qu'on a envie de vivre, oser se dresser pour soi, oser s'aimer. Parce que derrière, comme on l'a dit hein, dans le titre annoncé, oser être malgré les peurs, les pensées, les croyances limitantes, les comportements d'auto-sabotage
Donc, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça demande d'oser, quoi, en vrai. Donc, pour moi, la personne ou l'une des personnes les mieux placées pour avec laquelle j'ai eu envie d'en parler, c'est toi, Steve, notre osérologue, mon osérologue préféré. Écoute, c'est gentil d'y avoir pensé. Et ben oui, moi j'ai choisi ce terme parce que finalement, évidemment, on fait un peu le métier qui nous soigne toujours et que j'ai certainement eu beaucoup besoin d'oser, de me défier, de dépasser mes propres peurs, voire même de les traverser pour pouvoir réaliser et me réaliser dans cette vie finalement qui, en faisant en sorte, comme j'aime le dire aussi, de vivre une vie qui fait envie. Ça peut être en un seul mot, mais moi j'aime le voir en deux mots, c'est-à-dire qu'ils me mettent en vie, c'est-à-dire en vibration, vraiment que je sois à faire quelque chose qui me corresponde vraiment, qui soit aligné avec mes valeurs, qui soit aligné avec mes passions, mes désirs, etc., etc. Mais ça, une fois qu'on l'a identifié, après encore faut-il effectivement oser. Et là, il y a oser affronter parfois le regard des autres, dépasser ses peurs, la peur du ridicule, la peur de perdre, la peur de manquer, etc., etc. Et c'est vrai que c'est valable à la fois dans le monde du professionnel, dans son activité de tous les jours en tant que salarié, qu'entrepreneur ou autre, mais aussi dans sa vie de couple, aussi dans sa vie avec ses enfants, etc., avec sa famille. Donc, je crois que de toute façon, on est tous à oser quelque chose, à devoir oser quelque chose pour ne pas avoir à regretter de ne pas avoir osé, justement. Absolument. Et si j'étais parti sur le terme osérologue, c'est aussi parce que j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce syndrome ou ce sentiment de ne pas être légitime à faire ce que l'on fait, ce que beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants, de coachs connaissent. Hein. Et j'en ai énormément souffert. Et ça a été un petit peu pour moi un pied de nez, n'étant pas psychologue, n'étant pas de tous ces métiers de la santé, entre guillemets, eh bien c'était un petit peu un pied de nez à mon saboteur fou de lui dire, eh bien je vais inventer mon propre titre et je serai osérologue. J'adore. Osérologue. Comment? Oui, alors du coup, tu as commencé à de le faire. Et, j'aimerais bien que tu ailles un peu plus à parler un peu plus de toi. Qu'est-ce qui t'a emmené, enfin, ce que tu as commencé, comment t'en es arrivé à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, à parler de, justement, tu disais, tu viens pas du tout de ce monde, mais quels sont les moments vraiment, comment dire, où tu as dû oser pour en être là aujourd'hui? Il y a beaucoup de moments où j'ai dû oser, mais si on devait prendre pas trop loin dans l'histoire, on va dire que peut-être la chose que j'ai dû oser faire et qui aujourd'hui est probablement l'une des choses qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement alors que j'avais vécu un divorce, etc., et que j'ai vécu ça de façon vraiment, c'était douloureux pour moi, et je pensais pouvoir m'en sortir tout seul en fait, hein, parce que j'avais beaucoup de blessures comme ça, de trahison, de rejet, toutes ces choses-là qui font qu'on a plutôt tendance à s'isoler et à vouloir se débrouiller tout seul, à ne pas oser demander de l'aide. Et suite à ce divorce, j'étais un peu en souffrance tout seul dans mon coin. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre des cachets pour essayer de calmer tout ça. Mais à un moment donné, c'était trop. Et je crois que ce qui fait que je suis là aujourd'hui, le premier acte qui m'a demandé d'oser, justement, ça a été de prendre mon téléphone, d'appeler un thérapeute et de lui dire que j'ai besoin d'aide. Et je me suis retrouvé dans ce cabinet et ça a duré 5 ans. C'est-à-dire que je n'y allais pas toutes les semaines, j'y allais même pas tous les mois, mais j'y allais assez régulièrement pour avoir quelqu'un qui allait m'expliquer et qui allait m'aider à mieux me connaître à travers ces observations, hein, à travers ces différentes analyses, etc. Donc c'était une relaxologue en l'occurrence, donc pas du tout non plus un professionnel de santé, mais quelqu'un de très sensible, non pas que les professionnels de santé ne le soient pas, mais elle avait une spécialité qui était ce qu'on appelle aujourd'hui on appelle ça les zèbres, moi j'aime bien la notion de multipotentiel, toutes ces personnes qui ont une hypersensibilité et qui vont un peu subir leur vie sans trop savoir y donner du sens, et qui sont souvent, parce qu'on sait que les personnes qui sont dans l'auto-sabotage, et là ce sont les psychologues qui ont fait des études là-dessus, je parlais du syndrome de l'imposteur par exemple,
70% des gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont souvent des autodidactes, les hauts potentiels, les zèbres, les multipotentiels, les slasheurs et compagnie, qui sont finalement tous plus ou moins les mêmes personnes. Je ne parle pas de surdoués parce que pour moi, je fais un peu une différence avec tout ça. C'est un sujet un peu frileux pour moi, enfin, fragile parce que tellement il y a trop d'étiquettes pour moi dans tout ça, mais l'idée, elle est là. Et quand j'ai rencontré cette personne, elle m'a mis face à tout ça. Et ça a été pour moi le début d'un changement. Et puis, au bout de 5 ans, eh bien, alors que j'étais jardinier, alors entre-temps, j'avais fait énormément de choses. Hein. J'ai travaillé dans une boîte de nuit, j'avais travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans les maisons individuelles, j'étais conducteur de travaux, j'étais militaire encore avant cela. Je fais énormément de métiers avant de trouver ma propre voie. Et je me rappellerai toujours que j'étais dans un jardin de l'un de mes clients. Et je n'étais pas dans le client, j'étais dans le jardin de mon client. Ce n'est pas la même chose, on s'entend. Et j'étais en train d'arracher de l'herbe. Et là, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'arrête ça et que je fasse quelque chose qui me corresponde vraiment. Et ça a été le début de mon cheminement dans le monde du développement personnel. Et c'est comme ça qu'en 5-6 ans maintenant, eh bien, en 5-6 ans, je suis arrivé là où j'en suis et j'ai eu la chance de faire des films sur les approches alternatives que tu connais. J'ai eu la chance de rencontrer des tas de personnes comme Thomas Dansbourg, Christophe André, etc. Donc, tu vois, je suis parti quand même d'assez loin pour arriver là. Et c'est à 38 ans que j'ai eu le déclic de ce qui me parlait vraiment. Maintenant, entre avoir le déclic et se réaliser, il y a eu encore une fois tout un tas de peurs et sabotage qu'on connaît tous plus ou moins. Hein. Si tu ne me coupes pas, je suis capable de tenir la soirée tout seul. Ben écoute, c'est ça. Ce que je propose, c'est juste de voir qui nous a rejoints, juste les accueillir, voir s'il y a en tout cas, bonsoir tout le monde. Je vois que il y a Linda qui nous a rejoint et qui a dit on peut oser à tout âge, absolument. Rosaria qui dit oui, les personnes à haut potentiel, ok, tout à fait d'accord, je suis en train de voir. Oui, tout le monde semble être à fond avec toi, Steve. Alors, Rosaria qui dit d'accord, ça c'est pour moi ça. Merci Rosaria. Elle est juste géniale dans ses conférences. Son programme est vraiment très intéressant. Il ne s'adresse pas seulement aux célibataires, il est pour tout le monde, cette relation à soi. Ah oui, c'est quand je parlais que je suis revenue un peu en arrière. Stéphane est une magnifique guide et Michel est une personne qui est très accessible. Ok. Je regarde. En tout cas, bonsoir à tous et soyez les bienvenus encore une fois. Et n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions. Si vous avez des questions, si vous nous les envoyez en commentaire et Steve va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, Steve, pour continuer sur ce que tu es en train de dire, donc tu n'aurais pas osé, c'est sûr que tu aurais pas pu faire tout ce que t'as eu à faire. Et alors, comment est-ce que, parce que, ok, on parle d'oser, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des peurs, il y a des choses qui nous retiennent. Comment est-ce que toi, tu fais quand, malgré ces peurs, malgré cette petite voix, malgré tout ce qui peut vouloir nous refréner, comment tu arrives à passer outre, parce que c'est pas forcément évident, c'est même pas évident du tout, quoi. Si on fait le tour d'ailleurs et qu'on demande à chacun qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ou même à avoir ou qui vous n'osez pas être à cause de la peur, profitez-en, lâchez-vous en attendant que Steve réponde. Pouvez nous les partager et ce sera l'occasion, s'il y a quelque chose qui coince, que vous en profitez pour poser une question à Steve là-dessus ou il n'y a pas que moi qui pose des questions, quoi. Vous aussi, vous avez tout à fait le droit. Osez poser des questions. Donc, Steve, je te laisse me répondre par rapport à… Écoute, peut-être avant de répondre, c'est inviter les personnes parce que je sais le travail que tu donnes, Michel, et je sais la personne de cœur que tu es et tout cet investissement que tu mets à faire tes lives, etc. Donc, inviter peut-être si toutes les personnes qui nous écoutent là
Vous pouvez faire un partage, ça ferait quelque chose comme 15 partages. Ouais, c'est vrai en plus. Ta chaîne, Michel, ce serait génial parce que c'est vrai que tu es une personne vraiment de cœur et tu mérites vraiment à être mis un peu plus en avant. Donc, si tout le monde fait son partage là maintenant, et après on y va avec les questions et tout, et ce sera un plaisir de vous répondre. Donc, vraiment, je suis sûr que ça peut te donner un grand coup de main à faire connaître cette page qui mérite de l'être. Alors, Les partages et les pouces et les cœurs aussi. Hein. Nous, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à Facebook aussi. Donc, allez-y, ça va être la minute partage à fond et pouces et cœurs. Et moi, moi aussi, du coup, j'ai pas partagé depuis tout à l'heure. Donc, je vais le faire. L'idée, c'est juste que les algorithmes de Facebook vont tenir compte des partages, des pouces et des cœurs pour le mettre en avant. Donc, ceci étant dit, chacun est libre, évidemment. Pour répondre à ta question, Michel, je te dirais que première chose déjà, je n'ose pas toujours et c'est pour ça que je suis au zérologue. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser croire aux personnes que j'ai tout compris ou que j'arrive toujours à dépasser toutes mes peurs. C'est juste qu'il y a des niveaux de peur que si réellement on prend le temps d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes techniques, si on prend le temps de se connaître aussi, eh bien c'est beaucoup plus facile de les dépasser. Parce que certainement que la plupart de nos peurs sont finalement des histoires qu'on se raconte. En vérité, il y a vraiment des peurs qui existent, qui ont du sens. Il y a des raisons pour lesquelles elles existent, ces peurs. Donc, toujours du sens à une peur. Et une peur, pour moi, n'est jamais négative, sauf si elle devient réellement limitante et qu'elle nous empêche de vivre la vie qui nous fait envie, qui nous ressemble et celle que l'on voudrait vivre. Maintenant, c'est normal d'en avoir. Alors, comment les dépasser? Il y a plein de façons de le faire. Il y a vraiment énormément d'approches, il y a énormément d'outils pour le faire. L'un de mes préférés, c'est l'EFT, mais c'est aussi l'auto-hypnose, etc. Pourquoi? Parce qu'avec l'EFT, on va directement justement travailler sur l'émotionnel. On va vraiment chercher l'émotion et on travaille dessus. Et on ne se contente pas de rester juste dans la réflexion comme on le fait ce soir, hein, où on apporte juste des réponses qui nourrissent notre conscient, qui aime ça, notre mental. Là, avec l'EFT, on va vraiment aller chercher dans l'émotionnel pour impacter au niveau inconscient et même au niveau cérébral, hein, au niveau des connexions neuronales, etc. Et puis l'auto-hypnose ou l'hypnose aussi, parce que finalement, je crois vraiment que tout ça, c'est se raconter des histoires à partir d'expériences vécues. On va créer des peurs, on va créer des choses comme ça parce que on va dire que notre cerveau est bien fait, notre inconscient est bien fait, un peu comme un enfant de 3 ans, mais qui a des super pouvoirs. Et malheureusement ou pas, cet enfant de 3 ans, eh bien, il ne raisonne pas, il n'analyse pas, il est instinctif et émotionnel. C'est pour ça que j'utilise souvent d'ailleurs l'image de l'éléphant et du cornac sur l'éléphant pour expliquer que l'éléphant, c'est 95% de notre fonctionnement émotionnel et instinctif et le cornac demeure les 5%, on va dire, rationnels. Et on a beau vouloir faire des tas de choses dans notre vie, aborder une personne, quitter une personne, on a beau savoir que c'est pas bon pour nous de rester avec une personne, on aimerait peut-être créer une entreprise, faire un tour du monde, peu importe les projets qu'on pourrait avoir, ce sont les projets du conscient. Mais qu'est-ce qui fait que ces projets vont se réaliser ou pas? C'est selon si notre inconscient, moi je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler l'enfant intérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, mais est-ce que cette partie qui représente la grosse part de notre fonctionnement, qui est faite de croyances, de peurs, d'habitudes, etc. Alors, les croyances peuvent être positives, neutres ou limitantes, mais on va souvent s'intéresser aux limitantes. Donc, toute cette partie-là, si on ne sait pas la gérer, si on ne la comprend pas, si on ne sait pas lui parler à notre éléphant, eh bien, c'est lui qui va mener la danse. Donc, le but, pour moi, il est là, c'est d'accompagner à la fois les personnes, en tout cas, dans cette partie de mon travail, d'accompagner les personnes à murmurer à l'oreille de leur éléphant, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça que je le dis, avec ces différentes techniques. Et en ce qui me concerne, je ne fais rien d'autre que ça, c'est-à-dire apprendre à mieux me connaître, savoir déjà ce que je veux moi, ce qui me passionne, ce qui me motive, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, ce qui me rend joyeux, mais aussi ce qui me rend triste. Donc, je vais aller voir mes valeurs, je vais aller voir mes passions, je vais aller voir mes talents. Je vais faire un vrai travail là-dessus. Et parfois, les personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, ce qui les passionne. Il y a des tas de gens qui disent « j'ai pas de passion, j'ai pas d'envie, j'ai pas de talent ». Et parce que, certainement, parce qu'on les a empêchés ou elles se sont empêchées de pouvoir y accéder pour tout un tas de raisons que j'évoquerai d'ailleurs bientôt dans ma conférence en ligne. Mais toujours est-il que oser
dépasser ses peurs. Moi, j'aime bien dire traverser ses peurs, parce qu'on a souvent tendance à vouloir dépasser ses peurs, à vouloir éviter d'avoir peur, alors que quelque part, traverser ses peurs, c'est une excellente façon d'apprendre à se connaître. C'est une excellente façon de se rendre compte que ces peurs, ce sont souvent juste des pensées, que c'est pas réel. Le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, si je me raconte l'histoire que j'ai peur de monter dans un avion, que je vais m'écraser, que je vais voir mes enfants mourir, que ça va crier, qu'il y aura du sang et du feu partout, il est normal que mon enfant de 3 ans, mon inconscient, n'ait pas du tout envie de monter dans l'avion. Et comme il est très puissant, il est capable de déclencher des crises d'angoisse, des crises de nerfs, etc., pour ne pas que je monte dans l'avion. Tout ça parce que je me suis raconté une histoire. D'accord? Donc, c'est comme ça pour moi. C'est apprendre à se connaître, savoir ce qui me fait vibrer dans la vie. Et ensuite, je vais entraîner ce que moi j'appelle le leader intérieur pour pouvoir dépasser, quand ces peurs se présentent, pour pouvoir les dépasser. Et pour les dépasser, ben, il faut aussi pouvoir le faire. C'est aussi ça qui est intéressant avec l'EFT, c'est aussi du déconditionnement, c'est-à-dire se déconditionner de ses peurs. Et pour se déconditionner, il faut prendre le temps de s'y confronter, mais petit à petit, progressivement, comme on peut le faire notamment dans les approches de thérapie comportementale cognitive. Super. Juste, je sais que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens entendent l'EFT. Tu peux juste, sans rentrer trop dans les détails, juste dire rapidement ce que c'est que l'EFT. Il y a des personnes qui sont peut-être pas familières. L'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. C'est donc une technique de libération émotionnelle qu'on apparente souvent à l'acupuncture. On dit d'ailleurs que c'est une forme d'acupuncture émotionnelle. Et on va tout simplement stimuler des points très précis sur le corps. Et lorsqu'on stimule ces points, on va activer notre système nerveux autonome dans sa branche parasympathique. Alors que quand on a peur, on active la branche sympathique de notre système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est l'accélérateur en fait, l'accélérateur d'une voiture. Plus je suis confronté à quelque chose qui me fait peur, et plus mon cœur va accélérer, mon sang est envoyé dans les bras, dans les jambes, parce qu'il faut que je m'enfuis, parce qu'il faut que je me défende. Et ça, c'est notre système nerveux sympathique qui active tout ça. Alors que quand on fait de l'EFT, qu'on stimule les points, on active le système parasympathique, donc l'inverse, cette fois le frein, et on ralentit. Et quand on fait les deux en même temps, c'est ce que l'on veut faire avec l'EFT, d'accord? On active la peur, mais en même temps, on va stimuler les points. Et là, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, qui est le centre de contrôle et des émotions, dans le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, qui va se désactiver. En tout cas, son seuil d'alerte va descendre. Vous pouvez imaginer que le seuil d'alerte dans l'amygdale, il est très haut. Et si j'ai peur de l'avion, bah, dès que je vais entendre parler de l'avion, dès que je vais voir un film avec un avion, c'est pareil pour les araignées, hein, peu importe, eh bien, mon amygdale, pouf, elle envoie un message d'alerte comme quoi il y a un danger, donc tout le corps réagit. Mais en réalité, il n'y a pas de danger. Parce qu'en réalité, je suis peut-être juste en train d'être assis dans mon fauteuil et de regarder la télé. Il n'y a aucune raison de s'alarmer parce que je vois une araignée à la télé. Donc, ce qu'on veut travailler avec l'EFT sont les peurs irrationnelles, les souvenirs douloureux du passé, tout ce qui nous sclérose, hein, tout ce qui nous limite aussi, mais aussi nos croyances. Parce que quand on vit un choc émotionnel, il ne faut pas perdre de vue qu'on va aussi créer, possiblement, dans beaucoup de cas, on va créer des croyances qui nous limitent par la suite, surtout si ça se répète. Donc, avec l'EFT, on va travailler à tous ces niveaux et c'est simplement stimuler des points d'acupuncture. Voilà, c'est assez facile à pratiquer, mais c'est pas non plus simpliste. Il y a des méthodes, il y a une façon de le faire. Je fais de l'EFT, on trouve son roi, sa reine. T'as compris? J'ai pas entendu. Je dis, je faisais, enfin, blague, pas vraiment. Je dis une série de EFT pour trouver son roi ou sa reine. Ah oui, oui, tu peux aussi, pourquoi pas. Au moins pour l'aborder déjà. L'aborder. Alors, attends, je pense que j'ai vu une question ici. On va. Alors, Stéphane Capitaine qui dit: sommes-nous tous différents ou nous avons un lien direct? Est-ce que c'est compréhensible pour toi, Steve? Sommes-nous tous différents ou avons-nous un lien direct? Je suis pas sûr de comprendre la fin de la question, mais à savoir si nous sommes tous différents, évidemment, je vais répondre oui. Et en même temps,
on fonctionne plus ou moins tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un cerveau et notre cerveau, voilà. Simplement, évidemment, il n'est pas forcément câblé de la même façon pour tout le monde. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. On va pas capter le monde de la même façon et on va pas interpréter le monde de la même façon. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire qu'une peur, encore une fois, elle est très personnelle. Parce qu'un avion ou un serpent ou une araignée ou aborder une personne qui vous plaît dans la rue, si je m'adresse ici directement au cellules conscient, ou quitter, ou etc. C'est la peur se fait à partir de notre perception du monde, à travers nos filtres, nos propres filtres de perception. Donc, on pourrait presque dire finalement que la peur existe parce que nous la fabriquons. Mais juste peut-être une différence ici entre les émotions primaires, c'est-à-dire la peur, normalement, c'est une émotion primaire. C'est-à-dire que notre cerveau reptilien, qui gère notre survie, quand on a réellement peur, donc c'est le premier qui va réagir. Si je veux traverser la route, qu'il y a une voiture qui arrive à fond et que je suis à 2 doigts d'être renversé, j'ai même pas besoin de réfléchir ou de raisonner ou de quoi que ce soit pour faire un bond en arrière et me mettre à l'abri. Et ça, c'est mon cerveau reptilien qui l'a géré. D'accord? Et là, parce que, est-ce que j'ai eu peur pour faire ça? Est-ce qu'il m'a fallu avoir peur pour réagir? Personne n'est jamais d'accord, en fait, quand on parle des émotions. Les plus grands spécialistes s'entendent pas tous, en fait, sur les émotions. C'est ça qui est assez déroutant des fois, mais il y a cette idée que est-ce que j'ai peur après avoir réagi? C'est souvent le cas. Hein. Souvent, en tout cas, on la ressent souvent après avoir réagi, la peur. Pas avant, parce qu'on n'a pas le temps. Notre cerveau reptilien va d'abord réagir et après, on va ressentir la peur. En tout cas, je fais la différence entre les émotions primaires, la peur en fait partie, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Vice Versa, le film de Pixar, je vous invite vivement à aller le voir. Très beau film, très drôle et très bien fait, très bien les émotions. Mais donc, en ce sens, on est plus ou moins fait pareil. Mais après, il y a la notion d'interprétation du monde et en soi, encore une fois, un serpent, une araignée, aborder quelqu'un, ça fait pas peur. Sinon, on aurait tous peur. Mais notre perception de l'événement, elle, peut générer soit de la peur, soit rien du tout, soit de la joie, soit peu importe. Donc en fait, quand je rebondis sur ce que tu es en train de dire, il y a un premier travail je dirais, d'observation, d'auto-observation, de voir, ok, j'ai peur. Une chose, je veux dire, enfin simple, une chose qu'on pourrait déjà faire, c'est de voir quelle est la représentation mentale que je fais de la situation, ce qui est en train de me faire peur. Quelles sont les conversations que je suis en train d'avoir, qu'est-ce que je suis en train de me dire par rapport à cette situation. Déjà, prendre conscience à ce niveau-là et après de voir, comme tu dis, ok, c'est juste des histoires que je me raconte ou ce n'est pas la réalité, c'est vrai, c'est ma réalité, mais ne serait-ce que avoir cette prise de conscience, je pense que c'est déjà un grand pas vers ce qu'on peut appeler transformation Alors, oui, c'est important ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand on a une phobie, par exemple, confronté à sa phobie, c'est presque trop tard, en fait. C'est moins évident de faire ce travail-là, parce que le principe, c'est que justement, nos capacités cognitives de raisonnement, etc., sont chantées. Tellement la peur est forte, la possibilité de raisonner n'est pas possible. Donc, c'est pas dans ces moments-là, c'est pas l'idéal pour arriver à faire ça. On peut essayer, mais si ça fonctionnait, on n'aurait plus personne qui serait phobique. Il suffirait de lire un livre et de se dire, ah oui, bon, alors je dois analyser le truc, etc. Mais ça marche pas comme ça. Puisque par définition, une phobie, c'est une peur irrationnelle. Et si c'est irrationnel, c'est que justement, on n'arrive pas à se raisonner. Parce que quand on a une peur face à une phobie, et je parle d'une phobie, c'est pour ça qu'il faut faire la différence pour moi entre les peurs, vraiment les grosses peurs et les appréhensions ou ces choses-là qui sont plus les trucs qui viennent du ciboulot là, qui commencent à se raconter des histoires, mais de façon assez claire et nette, quoi. D'accord? Si j'ai peur d'aborder quelqu'un, ma vie n'est pas en danger, mon cerveau reptilien ne se sent pas plus en danger que ça, mais je suis tellement en train de lui raconter l'histoire que je vais peut-être me faire jeter, que je serai peut-être ridicule, oui. que là. C'est plus dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ça et éventuellement la peur de prendre l'avion, des peurs vraiment phobiques où là on est en transpiration et tout. Pour être capable de faire la différence dans les deux sens. Mais dans le premier cas, ou dans ce cas-là en tout cas, d'aller vers quelqu'un par exemple,
Euh, Sauf exception, il y a rarement des phobies dans ce sens. Alors, je ne parle pas des phobies sociales qui sont encore plus complexes, hein, mais là, je parle simplement d'aborder quelqu'un. Souvent, c'est parce qu'on se raconte une histoire et qu'on se dévalorise, on se trouve moche, on se trouve pas intéressant, etc. Ça relève de l'estime de soi, etc. Et là, on peut aller très loin après dans le travail. Mais en tout cas, essayer de faire preuve d'objectivité et de se rendre compte que ce que l'on perçoit, ce n'est pas ce que l'autre perçoit, pas nécessairement. On est rarement objectif. Et donc, il y a à apprendre à être objectif. Et cette objectivité, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas par rapport aux phobies, justement, c'est pour ce genre de situation où je vais pas oser aborder quelqu'un, ou je vais pas oser rentrer dans une relation parce que justement j'ai une représentation mentale et que je me raconte des choses et que je l'alimente de faire cette objectivité dont tu parles et pour que je parle de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Moi, je sais que pour certaines situations, tu vois, je m'arrête et que je me dis, OK, Michel, quelles sont les histoires, moi j'appelle ça, c'est quoi tes conversations en arrière-plan? C'est vrai, c'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'on peut choper parce que on a travaillé sur soi, et il y a des choses, on a vraiment besoin de se faire accompagner. Parce que comme tu disais tout à l'heure, même si on est conscient, ça ne suffit pas. C'est déjà ça. Mais après, ça ne suffit pas forcément pour ne serait-ce que traverser ou transformer. Alors, j'ai vu une question ici. Attends, je l'ai vu tout à l'heure. Quelqu'un, je crois que c'est Stéphane. Attends, je le confirme. Rester dans une mauvaise relation, ramener qu'une chose. J'avais une question. Attends. Il y a trop de questions, il y a trop de commentaires. Michel se perd complètement. Non, elle était bien cette question. Sommes-nous... Bon, écoute, je vais la... Ah oui, alors ça y est. C'est Stéphane qui dit, Stéphane Capitaine, hein, je vais montrer la question. Pourquoi nos blessures sont si profondes? Ça dépend des, tu sais, c'est, encore une fois, c'est une question de système de croyances, etc. Donc, on pourrait apporter certainement plusieurs réponses à ça. Pourquoi nos blessures sont si profondes? Si tu prends le livre de Lise Bourbeau qui parle des blessures de l'âme, elle expliquerait finalement que nos blessures sont d'abord les blessures de l'âme et que si, par définition, si c'est une blessure de l'âme, c'est particulièrement profond. Mais si on prend une autre vision des choses, on pourrait dire que parfois on va vivre des événements qui vont être traumatisants et puis qui vont s'enchaîner d'autres événements qui vont appuyer sur ce traumatisme, etc., etc. Et que quelque part, si je me fais un bleu ou une plaie ici et que j'arrête pas de taper dessus, ça devient très profond et très douloureux. Donc il y a plusieurs façons de le voir. Mais moi j'aime bien l'explication de Lise Bourbeau. Après voilà, c'est une question de perception, encore une fois. Et le pourquoi les blessures sont si profondes, il y a vraiment plein de façons, et aussi parce qu'on va, encore une fois, pas tous réagir de la même façon au trauma qu'on va pouvoir vivre. Et quand je parle de trauma, je parle pas forcément des traumas, des trucs énormes. Hein. Je me souviens avoir eu une cliente qui avait été réellement traumatisée étant petite parce que elle était sur les genoux de sa maman, et que sa petite cousine du même âge est venue s'asseoir sur le deuxième genou, prendre un des genoux. Et ça l'avait tellement marqué, elle était traumatisée de ça. Et pourtant, il n'y a pas eu de violence, etc. Donc, c'est juste pour dire que les traumas ne sont pas toujours des trucs hyper violents. Ça peut être des trucs assez, a priori légers, mais qui ont profondément marqué. Donc, évidemment, selon notre vécu, on aura des blessures plus ou moins profondes. Merci Steve. Alors, Stéphane, c'était une question de Stéphane. Dis-nous si vous avez envie de rebondir sur ce qu'a dit Steve. Stéphane, si c'est OK pour toi, fais-nous un pouce cœur. Et vous, ce que vous entendez, ça résonne. Écoutez, les pouces, les cœurs sont toujours les bienvenus. Alors, Stéphanie qui dit,
Il y a plusieurs étapes à mon avis. Le choc, la prise de conscience, le temps des émotions qu'il faut reconnaître et lâcher. Se poser, se fixer un objectif, projet qui va nous aider à nous remettre en mouvement de façon constructive. Steve, est-ce que tu lis ou est-ce que tu as compris? C'est plus comment se poser, se fixer un objectif, projet qui va nous aider à nous remettre. Je m'entends là ou c'est constructive. Je rejoins Stéphanie sur un des points là, enfin sur la plupart d'ailleurs, mais il y a vraiment... Est-ce que tu lis ou est-ce que tu as compris? C'est plus se poser, se fixer un objectif, projet qui va nous aider à nous remettre. Alors, il y a un petit peu... Il y a un souci là, non? Ouais, voilà, pardon, il y avait un retour. C'est peut-être de mon côté. Donc, si c'est une difficulté, ok, oui, j'ai pas entendu lire le message de Stéphanie. Et il y a un point qui m'interpelle et sur lequel j'ai envie de relever parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. Et je trouve que c'est bien de le faire et je suis content que Stéphanie le fasse. C'est sur cette idée d'avoir des projets. Parce que j'observe souvent que les personnes que j'accompagne, qui viennent me voir, quand elles viennent me voir en tant que thérapeute, parce que je suis beaucoup aussi dans l'accompagnement des coachs, des thérapeutes et des professionnels du bien-être pour les aider à développer leur affaire et se faire connaître, etc. Mais je suis aussi thérapeute et donc je reçois encore des gens dans mon cabinet et souvent des personnes qui ont fait un gros travail sur elles et qui ont pu traverser des événements de vie douloureux et qui donc ont fait le travail dessus, etc., etc. Et en même temps, même si elles ont souvent été soulagées, eh bien, elles sont encore à traîner quelque chose. Et en fait, j'observe que la plupart du temps, on a tendance à rester dans le passé, à travailler sur notre histoire, tant que temps, et à chercher toujours qu'est-ce qui fait que ça va pas, et pourquoi c'est profond, et pourquoi j'ai ces blessures, et pourquoi. Et donc, on passe peut-être 80% de notre temps sur le travail qu'on fait sur soi dans le passé. Et je trouve que ça, c'est pas forcément bon parce que c'est souvent aussi l'opportunité de renforcer des connexions neuronales qui sont pas forcément positives, on va dire, qui vont pas permettre forcément de grandir. Donc, surtout quand on fait pas avec des outils comme l'hypnose, le l'EFT ou ces méthodes qui vont justement permettre de changer ça. Et je trouve que c'est important donc de changer la tendance, c'est-à-dire d'aller à 80% de son temps de travail sur soi à se demander, ok, quels sont mes projets, quels sont mes objectifs et comment je vais pouvoir les mettre en place. Et même si j'ai peur, et même si je doute de moi, et même si, je le fais progressivement, un pas après l'autre, vraiment progressivement. Et je me rends compte, ce faisant, qu'en réalité, j'avance vraiment vers mes objectifs, j'arrive réellement à traverser mes peurs quand j'accepte d'y aller un pas après l'autre. Parce qu'encore une fois, notre cerveau émotionnel, pour moi, c'est l'éléphant. Et si l'éléphant, on le brusque, si on lui en demande trop d'un coup, si on lui demande d'être trop rapide, etc., il va se créer quoi? Une aversion émotionnelle. Et là, on gagnera pas parce que 5% conscient, cerveau, mental, etc., raisonnement, on l'a dit tout à l'heure, contre 95% d'émotionnel, c'est clair que ça fait pas le poids. Donc, moi, je rejoins Stéphanie de dire, je passe 10-20% de mon temps dans le passé pour couper les élastiques que j'ai dans le dos qui m'empêchent d'avancer au présent. Mais je travaille aussi à 80% de mon temps au présent pour préparer mon futur, celui que j'ai envie de vivre, cette vie que je veux vivre sur mesure. Mais très souvent, je ne sais pas si c'est français, ça, est-ce que c'est culturel ou quoi, mais on aime bien effectivement aller dans notre histoire et passer à travailler les trucs, machin. J'ai eu des clients qui venaient me disaient « Ah, j'ai vécu ça dans ma vie, j'ai vécu ça. » Et quand je leur demandais « Mais vous voulez quoi aujourd'hui ?»« Ah oui, mais moi j'ai vécu ça. » C'est terrible, parce qu'on est enfermé dans une capsule temporelle, dans le temps là-bas, dans le passé, et obligatoirement, on ne peut pas être bien au présent si on n'est pas là au présent. Absolument. En fait, ça ne fait que renforcer. Comment?
Je dis, en tout cas, ça ne fait que renforcer finalement ce qu'on veut transformer. On ne fait que renforcer en procédant de cette façon-là, en retournant là-dessus. Et c'est là où moi j'aime bien l'approche entre autres du coaching où on va aller voir comment on fait on est à un point A, on va à un point B, comment on fait pour transformer. On n'est pas tant sur le passé, mais plutôt tourné vers ce qui va venir. Alors, je regarde. Ah, ça, c'est une déclaration pour toi, Steve. J'adore Steve. Merci pour cette ouverture. C'est de Tina. Hello, Tina. Comment ça va? Québec, si je me trompe pas. Oui. On a fait. Vas-y. J'ai pas entendu. Vas-y, je t'en prie. Je disais que je n'avais pas vu Tina. La dernière fois, j'étais à Québec. Et j'aurais bien aimé, mais ça, je nous prépare à la prochaine occasion. Ah oui, on s'est vu, on a fait un live ensemble à Québec d'ailleurs. Alors, Stéphane qui dit, mais si tu es passé par là, tu sais de quoi tu parles. Alors, je sais pas par rapport à quoi c'est relié cette question-là. C'est certainement pour toi, Steve. Mais si tu es passé par là, soit Stéphane, tu nous en dis un peu plus, ou bien Steve, est-ce que ça peut-être que tu comprends. Attends, je vais te le montrer. Non, pas plus que toi, a priori. Comment? Je comprends pas plus que toi. Bon, mais pas écoute. Une question. Oui, Stéphane, si tu as besoin d'un apport là-dessus, tu nous remets un peu dans le contexte. Alors, je regarde, est-ce qu'on a d'autres questions? C'est beaucoup Stéphane qui dit, tu parles de ce que tu connais, tu as expliqué que tu as mis 5 ans pour y arriver. J'ai pas mis 43 ans que j'en ai aujourd'hui. Comment? Pour y arriver. Alors, Stéphane qui dit, je veux juste rajouter une chose. Comment as-tu savoir en une séance où j'étais? Je te montre un Steve. C'est vrai, c'est pas forcément évident quand ça vient. Tu m'entends, Michel? On peut juste demander à Stéphane de préciser la question et puis peut-être de passer à d'autres questions, s'il y en a. Ok. Non, ben pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a salut Monique qui vient de Québec aussi et qui dit merci à vous deux, très intéressant. Alors moi la question que j'ai, Steve, il y a quelque chose en parlant là vraiment dans par rapport aux célibataires, j'ai eu pas mal de célibataires qui, si tu veux, se refusent à rentrer dans une relation ou même à envisager une relation amoureuse parce que elles ont peur. C'est peut-être plutôt des femmes, hein, ou même aussi j'ai eu un homme aussi, peur de se retrouver enfermé dans une relation traditionnelle. Et justement, pour moi, c'est quand je vois aujourd'hui, je me dis effectivement les choses, la société, ça a beaucoup bougé, la position des femmes, il y a tellement de choses qui ont bougé par rapport au couple, je dis comme on le connaît de façon traditionnelle. C'est inscrit dans l'inconscient collectif, on est une relation amoureuse, on voit couple tout de suite. Et moi, je dis de plus en plus, et j'accompagne aussi dans ce sens de oser créer, réinventer le couple, oser créer la relation amoureuse à laquelle on aspire, tu vois. Et ça, je pensais justement à ça. Je voudrais, comme on parle de oser, qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau? Je sais pas si toi, tu parlais de ta séparation tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, t'as osé, ne serait-ce que déjà oser revivre une relation, mais surtout, ce que je vois de plus en plus, c'est comme si on a
prend pas forcément le courage, on ne peut pas créer autre chose que ce qu'on connaît, quoi, tu vois. Une personne que j'ai accompagnée et je lui ai dit, mais c'est une chef d'entreprise en plus, donc une personne, une femme qui a beaucoup de pouvoir, qui fait arriver les choses pour qui tout réussit, c'est dans sa vie et qui reste un peu, je veux pas aller dans la relation et qui fait du zapping parce que cette crainte. Et je lui ai dit, mais ose créer ta relation. Qu'est-ce qui t'empêche de créer la relation amoureuse que tu as envie de vivre, tu vois? La question, c'est est-ce qu'elle en a envie ou est-ce qu'elle en a peur? Peur. C'est ce que moi j'ai ressenti. Il y en a... C'est parce qu'elle peut. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle en a vraiment envie? Maintenant, si elle en a vraiment envie et qu'elle en a peur d'aller dans cette relation et de s'installer, bah, il y a à comprendre. Tu sais, il y a des types de personnalités qui sont aussi parfois des contrôlants ou des fuyants et qui vont avoir du mal à s'installer avec quelqu'un, aussi parfois parce qu'elles ont peur d'être quittées, d'être abandonnées, d'être trompées. Il y a plein de choses comme ça qui font que elles sont plus dirigées par leur peur et elles vont pas oser s'installer avec quelqu'un. Encore une fois, ça a du sens. C'est-à-dire que si on reprend notre histoire de l'inconscient, du cerveau émotionnel, il y a du sens. Pour lui, c'est une logique puisque sa seule intention, c'est de nous mettre en sécurité. Donc, de nous épargner de la souffrance. Et s'il y a cette croyance inconsciente, souvent enracinée comme ça, qui est que si je me mets avec quelqu'un, je peux souffrir, je peux être quitté, je peux être abandonné, ce qui en plus est possible, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que si je suis dans cette énergie-là, si j'ai ces croyances-là, si je suis animé par ça, est-ce que je vais être confortable à m'installer avec quelqu'un? Bien sûr que non. Souvent, je vais avoir peur. Donc, mais à partir du moment où on accueille cette peur, où on accueille cette fragilité, qu'on cherche à la comprendre, et finalement qu'on commence à faire ce travail-là d'apaiser ses émotions, ses craintes, ses peurs, transformer ses croyances et s'autoriser à vivre des expériences, accepter aussi que l'on puisse être en souffrance parfois et que aimer, je sais plus qui disait ça d'ailleurs, mais aimer, c'est aussi accepter de devoir souffrir. Parce que quand on aime quelqu'un, on peut à tout moment le perdre, on peut à tout moment se disputer avec lui, et donc ça va générer de la souffrance. Donc, si on n'accepte pas la souffrance, ça va être difficile aussi de pouvoir s'installer dans une relation. Si on n'accepte pas de souffrir, ça va même être difficile de vivre. Si on n'accepte pas l'inconfort, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas y aller, qu'on n'ose pas faire toutes ces choses-là? C'est parce qu'on n'accepte pas de souffrir. On ne peut pas souffrir. Mais alors, il ne s'agit pas de dire je vais souffrir une pitre à la main, c'est génial, il faut absolument que je souffre pour me sentir en vie. C'est pas la question. C'est juste qu'à un moment donné, il faut accepter d'être inconfortable et de se rendre compte que dans cet inconfort, on peut devenir confortable à force de vivre les choses en conscience, etc., pour pouvoir finalement bien vivre son expérience. Mais ça peut prendre du temps, ça peut être vraiment très inconfortable. C'est pas si évident que ça à faire. Mais il y a cette idée de dire, c'est pas parce que c'est pas facile que je dois attendre que ça se passe, parce que ça, c'est une belle excuse pour ne rien faire. Et après, justifier par tout un tas de bonnes excuses que, ah ben oui, mais moi je pouvais pas parce que moi j'avais peur, ou parce que lui, il m'a fait ci, ou m'a fait ça. C'est se responsabiliser et y aller. Et accepter que ce n'est pas facile, accepter que c'est inconfortable, et faire en sorte que ça devienne de plus en plus facile. Ça, c'est aussi le job à faire. Changer son état d'esprit par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai vu passer un commentaire je vais le trouver. Céline qui dit « Trouver un mec pour une nuit, c'est facile. Pour la vie, c'est autre chose. » Elle dit aussi « Pour moi, la seule chose que les hommes attendent, c'est la bagatelle. » Donc, pour moi, ces croyances-là ne peuvent pas amener autre chose que ce type de personnes-là. C'est aussi simple que ça. On attire à soi ce que l'on dégage énergétiquement. C'est clair, c'est net. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute des hommes ou de la faute des femmes parce qu'on n'arrive pas à s'installer dans une vie de couple que de se remettre en question et de faire le job sur soi. Je le dis avec vraiment beaucoup de bienveillance à Céline ici. Mais c'est ça aussi, la réalité, c'est arrêter de dire que c'est la faute des autres. Et c'est vrai pour les hommes qui parlent des femmes, hein.
Voilà, c'est facile de dire les hommes ne s'intéressent que ça. Moi, il se trouve que je rencontre plein de femmes qui vivent avec des hommes absolument super et charmants, et plein d'hommes qui vivent avec des femmes absolument atroces. Et est-ce que pour autant toutes les femmes sont atroces? Non. Mais le cerveau a cette tendance à faire des généralités. Et à partir de ces généralités, à partir de ces croyances, on va créer notre existence. Parce que notre réalité, et celle qu'on est en train de vivre, n'est rien d'autre finalement que la création de nos propres pensées. Si je crois que les hommes ou les femmes s'intéressent qu'au sexe, on va se dire les choses comme elles sont. Hein. Si on croit que les hommes ne s'intéressent qu'au cul, parce que c'est ce qu'on entend souvent, ou que les femmes ci, ou que les machins ça, eh bien, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? On va créer cette situation-là, que ça nous plaise ou non. Les femmes qui ont peur d'être quittées, abandonnées, les hommes qui ont peur d'être trompés, etc., qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fliquer leur conjoint en permanence jusqu'à ce qu'ils en aient jusque-là, qu'ils finissent par les tromper. Et à ce moment-là, ils se diront, je le savais, j'avais raison. Parce qu'il est beaucoup plus facile de donner raison à sa croyance que de la challenger. Absolument. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Et c'est en ce sens que je dis, il faut être aussi capable d'accompagner d'entraîner quelque part de son leader intérieur. Et attention, parce que c'est normal d'en être là. C'est normal de faire ces amalgames, de faire ces raccourcis, parce qu'on n'a pas appris, ni à l'école, ni dans nos familles. Et Céline a certainement vécu dans son histoire des situations qui justifient cette croyance. Mais est-ce que ce sont les situations qui justifient cette croyance ou est-ce que ce sont ces croyances qui ont généré cette situation? Et là, il faut réellement prendre le temps de poser ça et d'observer que très souvent, c'est réellement la croyance qui va générer la réalité. Quand je dis très souvent, je suis convaincu que c'est du 100%. Parce que même si on vit un trauma avec un homme, même si on vit une mauvaise expérience avec un homme, dès lors qu'on en fait une généralité, on va attirer. Souvent, les gens disent ça, c'est incroyable, j'attire toujours les mêmes personnes, j'attire toujours les mêmes hommes, les mêmes femmes, ou les mêmes situations, le même patron, le même machin. Et à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait dans mon comportement, dans l'énergie que je dégage, qu'est-ce qui fait que j'attire toujours les mêmes personnes? Mais si je prends pas cette responsabilité-là, si c'est plus facile de dire c'est de la faute des autres, auquel cas, rien ne va changer. Tu l'as dit, je ne dirais pas. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que tout le travail que moi je propose, que ça soit dans mes ateliers CV amoureux ou même dans les lives ou en conférence, et quand je parle de vivre consciemment son célibat, c'est justement ce travail de prendre la responsabilité, prendre son bien-être amoureux en main. J'ai vu pas mal de commentaires du style, c'est sûr, ce n'est pas facile, hein. On va pas se raconter des histoires. Ce n'est pas du tout facile. Ça demande justement du courage et ça demande d'oser aussi à un moment donné, d'oser y aller, d'oser faire le travail, d'oser soulever le tapis et d'oser prendre la responsabilité parce que c'est tellement facile de dire c'est la faute des hommes et je sais de quoi je parle. Je dis cette carte-là, je l'ai tellement jouée. Mais si à un moment donné, je n'ai pas osé aller regarder, oser me prendre la responsabilité, je serais même pas là aujourd'hui en train de faire ce que je suis en train de faire parce que je serais restée, comme je dis, dans ma victimite. Et en disant, et je vous promets, j'ai toutes les raisons de dire que les hommes, ils sont comme ça. Et je raconte les histoires, vous allez me plaindre. Et pourtant, à un moment donné, je dis, OK, stop, quoi. Moi, j'étais très bon en recrutement. Je recrutais, mais alors mon scénario, je regardais pas. Hein. Donc, il faut oser aller regarder son scénario et voir qu'est-ce que je présente aux acteurs, parce que les acteurs ne font que nous jouer notre scénario. Passage. Faut bien que quand bien même on a conscience de tout ça, parce que moi je lis quelque chose ici, je réagis à un commentaire qui m'amène sur voilà cette idée-là, mais il y a vraiment à prendre conscience que même en ayant conscience de ça, quand on est en souffrance par exemple, ou quand on est déçu par les choses de la vie, pour plein de raisons en fait, quand on est dans l'émotion, je comprends tout à fait qu'on puisse dire c'est la faute des autres, etc. Moi le premier, je le fais. Moi le premier. Mais ce qui compte, c'est que on ait cette conscience-là pour qu'une fois le côté émotionnel passé, on se
et on se dise, OK, objectivement, est-ce que objectivement, tous les hommes ne s'intéressent qu'à passer une seule nuit? Est-ce que objectivement, il existe ne serait-ce qu'un seul homme sur Terre ou qu'une seule femme sur Terre qui est réellement quelqu'un de bien dans le sens où là où il faudrait redéfinir aussi qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien? Parce que quelqu'un qui se fait payer pour faire l'amour, est-ce que c'est quelqu'un de mauvais pour autant? Donc, par exemple, je donne des exemples un peu extrêmes, mais qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien? Qui c'est quelqu'un de mauvais? Là encore, c'est une question de perception des choses. Mais en tout cas, par rapport à mes valeurs et la définition de mes propres valeurs, est-ce qu'il existe, là, par exemple, si je reprends l'exemple de Céline, mais est-ce qu'il existe sur cette terre un homme, ne serait-ce qu'un seul homme, qui pourrait finalement correspondre à ces critères, à elle, par rapport à ses besoins, à ses valeurs, etc. Et très certainement qu'il est impossible de dire non à cette question. Auquel cas, ça voudrait dire que sa croyance ne tient plus la route. Et ça, c'est une façon, des fois, de changer sa croyance, parce qu'on a tellement souvent tendance à se faire croire que ce que l'on croit, justement, est parole d'évangile, est absolument vrai, dur comme fer, on y croit tellement dur. Eh bien, que finalement, on va vraiment rester bloqué là-dessus et s'interdire de voir que tout autour, il y a des gens qui sont vraiment différents. Donc, mais je peux comprendre tout ça pour l'avoir vécu moi-même. Je veux dire, après mon divorce, ça a été, les femmes, j'étais pas tendre avec elle, je peux te dire que je me suis, voilà. Mais c'est normal. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut vraiment arriver à passer à autre chose et à prendre ses propres responsabilités. C'est juste pour se sauver soi-même, finalement. Parce que pendant ce temps, les autres font leur vie. Absolument, ça c'est un bon point. Je sais plus, je crois que c'est Mandela qui dit il y a quand un serpent te mord, ta réaction c'est pas de courir après le serpent, c'est d'arrêter que le venin se propage dans ton système, et c'est surtout ça que tu as à faire. C'est pas le serpent il t'a mordu, il t'a mis le venin, il est parti. Mais si tu cours après, et c'est ce qu'on fait en quelque part, on court après le serpent pour. Ouais. Alors que pendant ce temps, le venin est en train de se propager dans ton système, quoi. Oui, et comme tu le dis, c'est vrai, c'est pas évident, mais tu as soulevé un point, moi, qui me porte, mais vraiment tout le temps. Et je dis aujourd'hui, c'est vraiment mon arme. Quand je dis arme, c'est avoir cette conscience. C'est pas même moi qui ai fait, ok, comme tu dis, il y a des moments dans la souffrance, c'est presque automatique, mais c'est la conscience qui vient à un moment donné qui fait qu'ok, bon, maintenant tu fais quoi? Maintenant, et vraiment challenger ses croyances, voir, se donner les moyens. C'est pas toujours évident de le faire seul, se faire accompagner ou autre, mais s'arrêter et de regarder tout le temps cette conscience-là. Je crois, en tout cas pour moi, c'est vraiment du vécu. Ça fait ça fait carrément une différence. Aujourd'hui, je dis quand je souffre en conscience, c'est pas que je ne souffre plus, mais même toutes les larmes, mais même quand je craque, mais j'ai cette conscience-là que je développe. C'est comme un muscle, en fait, qu'on développe et qui devient presque systématique à un moment donné. L'auto-observation aussi, c'est quelque chose qui aide. Encore une fois, ça se développe, ça se travaille. Pour moi, réellement, le maître mot, ce qui va nous permettre tous d'avancer, quel que soit le domaine, que ce soit le couple, le travail, la famille, les enfants, les amis, le conjoint, peu importe, mais ce qui va vraiment pour moi, et en tout cas pour moi ça a été le cas. Maintenant, je ne vais pas faire de projection, mais il se trouve que c'est ce que j'observe chez tous les gens qui vont pratiquer ça, c'est de se responsabiliser. Parce que à partir du moment où je me responsabilise, je prends mon propre pouvoir. Je ne laisse pas à l'autre le pouvoir. Si je considère quand quelqu'un me fait du mal ou que quelqu'un agit et que je me sens mal par rapport à comment il a agi ou que ça me blesse de la façon dont il a agi, évidemment, je peux exprimer que ça me blesse, que l'autre puisse, de façon empathique, puisse être bienveillant, faire attention à ça et que ça peut créer un échange autour de ça. Mais en même temps, je vais aussi me demander, mais pourquoi ça me blesse ici? Qu'est-ce qui se passe en fait? Grâce à l'autre personne, je peux du coup observer chez moi ce qui peut-être mérite mon attention, mérite d'être observé et d'être apaisé pour ne plus avoir à en souffrir toute ma vie. Donc,
le couple doit pouvoir aussi servir à ça. Moi, je crois que j'ai aujourd'hui la chance de vivre avec quelqu'un, Caroline, avec qui, voilà, on est un peu comme ça dans un couple guérisseur, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord, ça peut arriver qu'on ne se comprenne pas, et ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble, et on travaille ensemble, et ça se passe vraiment bien, mais parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, il y a cette capacité à la fois d'écoute, et de mon côté principalement, parce que quand même d'une nature, encore une fois, on fait le métier qui nous soigne, et j'ai beau être relaxologue et compagnie, je suis loin d'être un mec tout le temps relaxé, donc j'ai aussi des blessures assez profondes, que ce soit des blessures de rejet, de trahison, parce que j'ai mon histoire derrière, donc je peux être des fois très fort en réaction, et elle, de son côté, elle est capable de temporiser parce que, au fond, elle me connaît. Elle est capable de gérer ses propres émotions. Et moi, je suis capable de reconnaître mes propres erreurs, de mettre mon orgueil de côté et de savoir me faire pardonner, de savoir améliorer mon comportement parce que se faire pardonner ou s'excuser, c'est bien beau, mais quand on répète 10 fois les mêmes conneries, à un moment donné, ça va bien. Donc, il faut s'excuser, oui, mais après, savoir faire quelque chose de ça. Et donc, c'est en se responsabilisant qu'on peut faire ce travail-là. Donc, c'est juste ici de bien être clair qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des discours, des machins, etc. Là, les thérapeutes, les coachs, et tous ces gens que peut-être que les gens nous écoutent vont rencontrer ou vont écouter ou vont lire, etc. Ok, tout le monde a des beaux discours, mais moi, j'accompagne aussi ces gens-là, je suis de ces gens-là, et je peux vous dire qu'on est comme tout le monde. Évidemment, ça paraît être évident quand je le dis, mais c'est bien de le rappeler, parce que par contre, la différence, c'est que ces connaissances-là, le fait d'avoir suffisamment intégré ça, je parle bien de connaissance vient par l'expérience de soi, de la vie finalement, on a de la connaissance, sinon ça reste du savoir, et ça va permettre justement de transformer, de se transcender avec le temps et de s'améliorer certainement à la fois dans le couple, mais encore une fois dans tous les autres domaines de vie. C'est ma croyance. Tu l'as dit, première clé, la responsabilité. Steve, il y a pas mal de questions, réflexions, mais je vois aussi que l'heure avance. Donc, si les gens veulent… Comment? Ouais. Je disais que peut-être pour clôturer, je vais consacrer une soirée à aborder, pas forcément le thème du célibat, mais d'autres thèmes, en tout cas l'oser être, lors de cette soirée Impulsion. Justement, pour que les gens, ton programme, ton webinaire, il est bientôt, hein, c'est ça, c'est le mercredi prochain, le 10 à 20h30. D'accord. Donc on le mettrait, je le mettrai on le mettra en commentaire pour que les gens puissent. Moi, en tout cas, je vous invite vivement à aller à suivre la conférence de Steve. C'est sur quel thème déjà? Écoute, c'est sur justement oser être soi-même. Donc, c'est découvrir sa vraie nature et oser donc créer cette vie sur mesure et qui va donc passer par ces 3 étapes essentielles pour moi et c'est ce que je vais développer tout au long de cette soirée de mercredi. Donc, c'est en ligne, évidemment, et libre d'accès. Donc, c'est de savoir aller aussi dans cette phase d'introspection pour aller découvrir qui l'on est vraiment dans le sens, pas nécessairement spirituel, parce que c'est quoi qu'un peu, mais c'est pas réellement dans ce sens, mais plutôt dans le sens, qu'est-ce qui me fait vibrer moi dans la vie? Qu'est-ce qui me plaît? Quelles sont mes passions? Quels sont mes talents? Quelles sont toutes ces choses-là, en fait, qui, si je ne les nourris pas et que je ne les mets pas en application, je vais forcément être dans le mal-être, puisque si je suis pas dans l'être, je suis forcément dans le mal-être. Ça paraît logique. Si je suis dans l'être, je suis dans le bien-être. Mais pour pouvoir faire ça, certains vont le vivre de façon tout à fait naturelle et puis voilà, ils vont y aller, ils vont faire leur truc. Mais pour beaucoup de personnes, il se trouve que, en fait, plein de gens qui disent, j'ai pas de passion, j'ai pas d'envie, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je vais, je me sens pas à ma place. Et il y a cette quête de sens quelque part. Donc ça, c'est la première phase d'introspection qui va permettre de comprendre qui on est, mais aussi qui on n'est pas. Parce qu'encore une fois, on a un peu toutes ces pelures d'oignon, comme dit Serge Marquis quand il parle de l'ego, qui a constitué cet ego, et on va vivre à partir de ça.
avec nos masques, ce qu'on appelle le masque social aussi. Et on va vivre à partir de ça. Marcel Proust disait que notre personnalité sociale n'est rien d'autre que la pensée, la projection de la pensée des autres. Donc, tu te rends compte, on est fait de toutes ces croyances que l'on nous a transmises, etc. Donc, je vais parler de ça dans un premier temps sur la soirée, mais il y a aussi des personnes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, qui ont des passions. Moi, je croise beaucoup de coachs, de thérapeutes, de professionnels du bien-être, etc. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont trouvé leur voie, ça les anime, ça leur plaît. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se lancer. Ils n'osent pas se lancer, ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et très souvent, ce n'est pas que pour des raisons techniques, parce qu'il faut apprendre à se faire connaître et tout, mais c'est aussi parce que justement, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le perfectionnisme, il y a la procrastination, il y a toutes ces choses-là qui sont des pensées, des comportements d'auto-sabotage et qui nous limitent terriblement. Et ce que je vais partager dans cette soirée, eh bien, c'est cette idée que c'est important d'entraîner son leader intérieur. C'est important d'apprendre à parler le langage de l'éléphant, son cerveau émotionnel. Parce que si vous qui nous écoutez, vous imaginez pouvoir ne jamais avoir peur, si vous imaginez pouvoir réaliser vos rêves sans jamais avoir vécu quelques cauchemars de temps en temps, eh bien, je pense que vous allez être forcément déçus. Donc, la question n'est pas là. On a tous peur. On manque tous de confiance en soi. À chaque fois qu'on atteint un nouveau niveau, un nouveau palier, on est challengé par de nouvelles peurs. Et le problème n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que je suis capable et est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis suffisamment affûté dans mon état d'esprit? Est-ce que j'ai suffisamment l'état d'esprit de développement pour dépasser tout ce qui m'empêche d'avancer? Donc, la soirée est basée sur ce thème-là. Évidemment, en fin de soirée, j'offrirai une solution sur d'accompagnement sur 6 mois, et je dis bien d'accompagnement, pas une formation, d'accompagnement sur 6 mois et en individuel où je suis en tête à tête avec les personnes pour les accompagner jusqu'au mois de septembre à avoir cette impulsion et à se mettre en mouvement vers une vie qui leur ressemble. Donc, tu vois, c'est tout un programme. Et en tout cas, je développe tout ça le mercredi, donc le 10 à 20h30. Et moi, je viens de mettre le lien, mais je le renverrai en commentaire. Là, je viens de mettre le lien. Donc, pensez à vous inscrire, vraiment. Je crois que ça va bien compléter, approfondir tout ce qu'on a vu ce soir, parce que on pourrait rester, hein, on pourrait rester encore. Il y a encore plein de choses à dire quand je vois les commentaires. Donc, Steve, ce que je propose, c'est qu'on prenne le temps, qu'on réponde aux commentaires qui ont besoin de réponses, parce que là, si on s'y met, on va pas se quitter. Un petit coucou à Céline, malgré tout, que j'ai été un peu chercher avec son commentaire qui disait vouloir un petit peu provoquer le débat. Si c'est réellement le cas, ben merci de l'avoir fait. Mais donc un petit coucou spécialement à Céline, mais aussi à tout le monde. Merci d'avoir participé, d'avoir été aussi généreux dans vos commentaires, dans vos questions et aussi dans vos partages. Voilà, ça fait plaisir et je suis content pour toi, Michel. Vraiment, on a eu de très beaux partages, une très belle participation, une très belle énergie. Steve, c'est toi qui fais ça. Et merci. Je dis, on a eu vraiment de très beaux partages, une belle énergie, une belle participation. Et je dis, Steve, c'est toi qui fais ça. Faudra que je t'invite un peu plus souvent. Avec ton sourire, le travail, Et moi, j'ose pas sourire. Le sourire, c'est naturel. C'est naturel. C'est ça. Bien sûr. Parce que oui, alors j'en profite juste pour dire que pour les personnes qui sont sur Paris ou que vous connaissez des gens sur Paris, le jeudi 11, je donne une conférence sur du zapping au célibat conscient, qui va aussi dans le sens de tout ce qu'on a dit un peu ce soir. Donc, je mettrai en commentaire, même si ça te concerne pas toi qui m'écoutes, tu peux, si tu vois des personnes qui pourraient être intéressées, mais bon, là, c'est pour le coup, il faut être à Paris. En attendant que j'en fasse en ligne, donc je mettrai aussi sur en commentaire, mais c'est le jeudi 11 dans le 14e à Paris. Voilà, les amis. Franchement, j'ai pas vu le temps passer, mais j'aurais bien aimé continuer, mais on va se laisser. Steve, merci infiniment. Comment? Ah oui. Pour ça, oui.
Steve, merci infiniment. Merci à vous tous pour votre participation, pour cette belle énergie. Il y en aura d'autres, des lives où je serai avec un expert ou une personne qui a des choses à nous dire dans l'idée de vraiment de prendre en main son bien-être tout simplement. Et ici, comme on parle de comment? Je te coupe un instant, je te coupe parce que Caroline me fait savoir que ce n'est pas le bon lien que tu as mis vers la conférence mercredi. Elle te l'a envoyé dans ton Messenger si tu veux le remettre. Donc, je vais déjà l'enlever. Donc, elle me l'a envoyé sur mon Messenger, c'est ça? Ou alors elle va le mettre en commentaire comme ça. D'accord, ok. D'accord, ok, ça marche. Donc, je disais, merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Merci pour votre participation. Et les personnes qui vont prendre en replay, vous pouvez continuer avec les commentaires. Et Steve et moi, on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires si nécessaire. Et vous, quant à moi, vous pouvez aussi m'écrire en messagerie privée. Vous avez besoin de joindre Steve. Je parle en ton nom. Je crois qu'ils peuvent se sentir libres de prendre contact avec toi s'il y a besoin. Voilà. Et passez une excellente soirée. J'étais ravie et à très 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 bientôt. Consciemment vôtre. Vous avez le lien dans les commentaires. Caroline l'a déposé. Merci Michel pour ce joyeux moment d'échange, de partage. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir partagé. Et puis, au plaisir de vous retrouver mercredi sur Internet. Absolument. Moi, j'y serai. Hein. On y sera. Bientôt. Allez, osez être. Allez, bonne soirée. Ciao.